Très heureux de vous retrouver pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 8 juillet 2026. Voici les titres. Mondial 2000. Amadou Gon Coulibaly, 6 ans après la disparition de l'ancien Premier ministre ivoirien, retour sur le parcours et l'héritage d'un homme d'État dont la trajectoire politique a marqué la Côte d'Ivoire. Et puis en Guinée-Bissau, la junte au pouvoir fixe au 30 août le référendum sur la réforme constitutionnelle. Un scrutin qui doit ouvrir la voie à la présidentielle, prévue en décembre, mais qui suscite déjà des contestations. Nous ouvrons ce journal avec notre rubrique Éco-mondial. Très heureux de retrouver Mesmer Yao sur ce plateau. Bonjour Daniel. Alors on commence tout de suite par le point des dernières rencontres. Mesmer. Effectivement Daniel, il faut dire qu'il y a eu deux belles affiches hier déjà. Et nous commençons par l'affiche Argentine-Égypte. Sacré match. Ah oui, sacré match. Il faut dire que Daniel Kodjo, l'Argentine a réalisé une incroyable remontée pour venir à bout de l'Égypte. 3-2 à l'issue donc de ces défensivement. Les Égyptes conservent cette avance jusqu'à la pause. Et il faut noter aussi qu'au retour des vestiaires, l'Égypte accentue son emprise sur le route, on peut le dire. Et puis l'Argentine file en quart de finale. Alors seulement qu'elle perd, je vais parler des Égyptiens qui perdent ce match pratiquement à la fin de la rencontre. C'est ce qui est remarqué au niveau de plusieurs équipes africaines. Effectivement, il faut dire qu'on ne sait pas s'il faut dire que les équipes africaines sont maudites dans cette compétition, parce que depuis un moment, les équipes à la 86e minute... Ou à la 90e. Oui, 90e encaissent donc le but de la victoire. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas donc au niveau de ces équipes. Je pense bien que dans l'émission du décryptage, je pense bien qu'il y aura bien entendu un débat sur la question. Et on parlera donc de ce qui a manqué donc à ces Africains. Alors après Argentine-Égypte, il a bien entendu Colombie contre la Suisse. Oui, ça aussi, ça a été un match âprement disputé entre ces deux formations. Durant les 90 minutes du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score de 0-0 et la victoire suisse est venue seulement que par les tirs au but. Les 4 pour la Suisse et 3 pour la Colombie. Et donc la Suisse donc file en quart de finale, tandis que la Colombie sort de la compétition. Les deux équipes également ont montré leur valeur intrinsèque donc dans cette rencontre, mais c'est seulement que la chance qui n'a pas été du côté donc des Colombiens, mais quand même ils n'ont pas démérité. Alors les matchs vont donc se poursuivre et on atteint à présent le calendrier des quarts de finale, Mesmer. Oui, Daniel Kodjo, il faut dire que nous allons aborder maintenant les quarts de finale à partir donc du jeudi. Voilà, demain jeudi, déjà, on aborde les quarts de finale avec la rencontre France-Maroc à 20h00 temps universel. Et puis le vendredi 10 juillet, nous aurons Espagne-Belgique à partir de 19h temps universel. Et le samedi à 21h, nous aurons Norvège-Angleterre. Et puis, la dernière rencontre donc, des quarts de finale est prévue pour le dimanche à 1h du matin où on aura la rencontre Argentine-Suisse. Ça veut dire qu'à partir de jeudi, on a droit désormais à un match par jour jusqu'au dimanche. Effectivement, et c'est aussi une rencontre qui sera très très suivie aussi par les spécialistes et des professionnels du football. Quand on voit que actuellement la France est inarrêtable, et c'est aussi le Maroc qui est en train de tracer son histoire dans cette Coupe du Monde. Je pense bien que tout le monde attend cette rencontre qui de la France ou du Maroc sortira donc de cette compétition. Et à titre de rappel, il n'y a pas de match joué ce mercredi 8 juillet. Pas de match, ça sera le repos pour toutes les équipes. Pour le repos pour vous aussi. Pour nous aussi. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup, Daniel Kodjo. Mesdames et messieurs, ainsi se referme Éco-mondial.
Place désormais à notre rubrique spéciale consacrée à la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À l'approche du 7 août prochain, cette info vous propose de revenir sur les temps forts, les préparatifs et les symboles de cette fête nationale. À un mois de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Yopougon se prépare à accueillir les festivités nationales. Infrastructures, embellissements et dispositifs d'organisation, la commune est déjà mobilisée pour être au rendez-vous du 7 août prochain. L'élément est signé Lucien Aoussi. Il est commenté par Carmel Yaou. C'est sur le boulevard Alassane Ouattara que se dérouleront les festivités marquant la célébration de la fête de l'indépendance avec en point d'orgue le défilé militaire. À quelques jours de l'événement, notre équipe s'est rendue sur les lieux pour constater l'état d'avancement des préparatifs. Au niveau du carrefour Siporès, important point de passage de la commune, la voie de gauche en direction du centre de Yopougon est temporairement fermée à la circulation. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre des travaux de réfection et de bitumage engagés pour accueillir les festivités dans les meilleures conditions. Malgré les désagréments liés aux travaux, les populations affichent leur satisfaction, mais sans oublier les doléances. Bon, c'est un plaisir d'abord de savoir que le président sera avec nous le 7. Voilà, ce que j'aimerais que le président fasse pour la commune de Yopougon, vraiment c'est les routes. Vraiment, on a des soucis de route et tout. Puis il y a trop d'ordures 2 jours là, à Yopougon. Voilà, c'est tout. Puis on lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Les habitants se réjouissent de voir pour la première fois la fête de l'indépendance et le défilé militaire se tenir à Yopougon, une proximité qui nourrit un sentiment de fierté et d'appartenance. C'est une joie immense parce que cette fête-là, on a vu ça à la télé plusieurs fois dans des villes, dans des communes. Nous, on n'a pas vu à Yopougon. Nous, habitants de Yopougon, cette année, on est beaucoup contents. Et puis, ce qui est un peu bon encore, les travaux à Yopougon sont en train de se faire, le goudron et autres là. Ça sent que Yopougon sera en joie. Après cette fête, on attend que Yopougon soit vraiment bitumé, que Yopougon soit structuré. Parce qu'à Yopougon ici, il y a quand même un petit désordre sur le terrain concernant les activités, les commerces et autres, les installations anarchiques et autres là. En tout cas, on attend beaucoup. Et puis aussi, on attend aussi que Yopougon soit très très propre, comme les communes du plateau, comme les communes de Cocody et autres. Ça fait des années. Si aujourd'hui Yopougon est représenté parmi toutes les communes, que celle qui doit recevoir les autorités pour présenter l'indépendance, franchement, dis-moi, je ne peux qu'être content. Ils sont en train de réhabiter les coins, que réellement les habitants de Yopougon prennent conscience que la propriété, là, ce n'est pas pour le gouvernement seulement, c'est pour nous-mêmes. Mais on va arranger tout et puis après, nous-mêmes, on va mélanger ça encore. Vous-même voyez ça. Les travaux se poursuivent afin que tout soit prêt pour le jour J. Les autorités entendent offrir aux populations et aux invités un cadre sécurisé et entièrement aménagé pour cette célébration nationale. À Yopougon, l'attente est désormais palpable et chacun espère vivre une fête de l'indépendance mémorable. Merci à Lucien Aoussi et à Carmel Yao pour ce point sur les préparatifs à Yopougon. Nous refermons ici la rubrique Indépendance. La date de la célébration de l'indépendance rappelle également les grandes figures qui ont marqué le destin de la Côte d'Ivoire. Parmi elles, Amadou Gon Coulibaly, disparu le 8 juillet 2020. Retour sur la vie et le parcours de cet homme politique dont l'ascension a été brutalement interrompue il y a 6 ans. Cet élément est commenté par Maïka Nom. Il y a 6 ans, la Côte d'Ivoire perdait l'une de ses grandes figures politiques. Le 8 juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly s'effondrait en plein conseil des ministres au palais présidentiel d'Abidjan, victime d'un malaise cardiaque. Il avait 61 ans. Né le 10 février 1959 à Korogo, cet ingénieur de formation a consacré une grande partie de sa vie au service de l'État. Proche collaborateur du président Alassane Ouattara, il occupe plusieurs hautes fonctions avant d'être nommé Premier ministre en janvier 2017.
Reconnu pour sa rigueur, sa discrétion et sa maîtrise des dossiers économiques, Amadou Gon Coulibaly est désigné en mars 2020 candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Mais quelques mois plus tard, après un séjour médical de 2 mois en France, son décès brutal bouleverse le pays et met fin à un destin politique qui semblait tout tracé. 6 ans après sa disparition, son nom reste associé à une génération de dirigeants qui ont marqué la gouvernance ivoirienne. Son parcours continue d'être salué par ses proches, ses collaborateurs et une partie de la classe politique. De la mémoire d'un homme d'État à l'actualité judiciaire. À Bongouanou, 3 femmes ont été déférées devant la justice après la découverte de 5 fillettes victimes d'excision. Tout part d'un signalement anonyme reçu dans la nuit du 1er juillet par le commissariat de police de la ville. Alerté, le procureur de la République ordonne une intervention au domicile d'une dame au quartier Kangandi. Sur place, les agents découvrent 5 fillettes âgées de 5 à 8 ans qui viennent d'être excisées. Elles sont immédiatement conduites à l'hôpital pour une prise en charge médicale. 3 femmes, dont la mère de l'une des victimes, sont interpellées puis placées en garde à vue. Déférées le mardi 7 juillet au parquet, elles répondront justement de faits de mutilation génitale devant le tribunal correctionnel des flagrants délits de Bongouanou. Le procureur rappelle que l'excision est une pratique interdite par la loi ivoirienne et expose ses auteurs à de lourdes sanctions pénales. Nous restons en Côte d'Ivoire, mais cette fois dans le domaine des infrastructures, avec l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui franchit une nouvelle étape dans sa démarche environnementale. Aéria obtient la certification internationale ISO 50001, une reconnaissance de ses efforts en matière de gestion énergétique. Obtenue le 1er juillet 2026, cette certification récompense la mise en place d'un système de management de l'énergie visant à améliorer l'efficacité des installations tout en réduisant leur impact environnemental. Une distinction qui intervient après 30 ans d'engagement d'Aéria pour la modernisation de l'aéroport d'Abidjan. Avec cette certification, l'entreprise entend faire de l'efficacité énergétique un levier majeur de compétitivité et de développement durable. Cap à présent sur l'international. Direction l'Afrique de l'Ouest. En Guinée-Bissau, la transition politique franchit une nouvelle étape avec l'annonce d'un référendum constitutionnel. La junte au pouvoir fixe au 30 août la date du scrutin sur la réforme constitutionnelle à quelques mois de la présidentielle prévue pour le 6 décembre. Le nouveau texte prévoit notamment un passage vers un régime présidentiel avec un chef d'État disposant du pouvoir de nommer le Premier ministre. Il prévoit également une réduction du nombre de députés et de nouvelles règles pour les partis politiques. Mais l'opposition dénonce quant à elle un processus sans concertation, estimant ne pas avoir été associée aux discussions sur le nouveau code électoral. Les autorités militaires assurent vouloir préparer le retour à un ordre civil. Cap maintenant sur la France. À l'approche de la présidentielle de 2027, Marine Le Pen maintient ses ambitions malgré les obstacles judiciaires. La chef de file du Rassemblement national garde le cap vers 2027. Malgré sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires européens, elle affirme vouloir poursuivre son combat politique et reste candidate à l'élection présidentielle. Une candidature qui demeure au cœur de la stratégie du Rassemblement national dans l'attente des prochaines échéances judiciaires. Fatou Kaloga. Marine Le Pen maintient sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. La chef de file du Rassemblement national affirme qu'elle mènera le combat politique jusqu'au bout, malgré sa condamnation par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Pour la dirigeante d'extrême droite, cette décision de justice ne remet pas en cause sa volonté de briguer la magistrature suprême. Son entourage assure qu'elle entend poursuivre toutes les voies de recours possibles afin de faire valoir ses droits. Au-delà de la procédure judiciaire,
Les enquêtes d'opinion montrent que Marine Le Pen demeure une personnalité politique incontournable dans le paysage français. On attendait cette date du 7 juillet pour être fixée. Finalement, on l'est, même s'il reste quand même un peu cet inconnu du pourvoi en cassation. Mais ça permet pour Marine Le Pen de ne pas faire campagne sous bracelet électronique. Elle l'avait redit, c'était ce qui était important pour elle. Ça lui laisse une certaine liberté et puis ça lui permet aussi de ne pas se dédire. On sait que les Français n'aiment pas quand les hommes et les femmes politiques changent de point de vue. Là, au moins, elle l'avait annoncé. Et au moins à court terme pour Marine Le Pen. Elle reste la candidate qui est quand même très identifiée des Français. Elle a un certain nombre d'atouts en termes d'image, notamment elle était perçue comme étant plus crédible, plus forte, notamment sur les enjeux internationaux que Jordan Bardella, et elle va pouvoir s'appuyer sans doute sur ses atouts pour mener campagne. Si les obstacles judiciaires demeurent, sa candidature reste, à ce stade, au cœur de la stratégie du Rassemblement national. Le parti continue de la présenter comme sa candidate naturelle pour l'élection présidentielle de 2027, dans l'attente des prochaines échéances judiciaires qui pourraient influencer la suite de cette bataille politique. Direction la Syrie où la visite d'Emmanuel Macron a été marquée par un incident sécuritaire. 2 bombes ont explosé le mardi 7 juillet à Damas, à proximité de l'hôtel où séjournait le président français en visite officielle. Le bilan fait état de 18 blessés, dont 4 policiers. Les engins auraient été dissimulés dans une benne à ordures et un véhicule près de l'hôtel Four Seasons. Les explosions sont survenues peu après le départ d'Emmanuel Macron pour le palais présidentiel où il devait rencontrer son homologue syrien Ahmad Al-Shareh. Aucune revendication n'a encore été enregistrée et au cœur de cette visite, on parlait donc de la reconstruction de la Syrie après des années de guerre. C'est ici que prend fin cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez l'essentiel de l'actualité sur toutes les plateformes digitales de cette info. Au revoir.